Bienvenue à tous. Pour rappel, ce webinaire est enregistré, donc l'enregistrement est lancé. N'hésitez donc pas à éteindre vos caméras et surtout pensez à couper vos micros pour le bon déroulement de ce webinaire. Vous pourrez poser, comme la dernière fois, vos questions au fur et à mesure dans le chat qui sera animé par Anne-Gaëlle, ma collègue, ici présente. Voilà, et nos intervenants essaieront d'y répondre au fur et à mesure. Entre chaque intervention, Anne-Gaëlle prendra un petit temps pour nous faire une synthèse des échanges et puis surtout relever les questions qui n'auraient pas trouvé encore de réponse pour les soumettre à nos intervenants. Euh, voilà. Alors, je vais commencer à vous partager la présentation et puis on va démarrer. Tac. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce Oui, qu'il y a des difficultés? C'est bon? Ok, super. Hop. Alors déjà, je me présente rapidement pour ceux qui n'étaient pas là au dernier rendez-vous et qui ne me connaissent pas forcément. Donc je me présente, je suis Sandra Delaunay, donc je suis salariée de Tram et je suis chargée de mission de services environnementaux au sein de Tram et j'accompagne notamment depuis l'émergence de leur projet Crab et Canopée, une association dont vous allez découvrir l'initiative avec le témoignage de Louisanne en fin de matinée. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Tram encore, c'est une association nationale de développement agricole qui accompagne les collectifs agricoles et les acteurs de leur territoire dans leurs projets à travers 4 grandes entrées autour des transitions. Donc, transition agroécologique, transition alimentaire, transition organisationnelle et humaine, et bien sûr la transition climatique, et notamment au travers la valorisation des externalités positives générées par l'agriculture. Il faut savoir que Tram, c'est aussi un centre de formation pour former les facilitateurs de transition. Donc, ça va de l'animateur au conseiller, aux agriculteurs également responsables de collectifs. Et toutes nos ressources produites aujourd'hui à travers ces différents projets sont facilement accessibles via notre centre de ressources. Alors, petit rappel sur le principe de ces rendez-vous R&D. Ils ont pour ambition d'explorer des thématiques innovantes pour nourrir la réflexion des actifs au sens large et acteurs agricoles. Après avoir abordé des sujets assez innovants comme les paiements pour services environnementaux, le carbone ou encore la comptabilité 3 capitaux l'an dernier, on a choisi cette année de se pencher sur un sujet résolument innovant qui est la haie. Alors les haies sont encore trop souvent perçues comme une source de coûts plutôt qu'une source de solution. Pourtant, elles peuvent jouer un rôle crucial dans la résilience des exploitations, mais aussi des territoires. Lors du premier rendez-vous, vous avez pu découvrir pour certains leur intérêt de ces haies, aussi bien environnementales que agronomiques, lorsqu'elles sont gérées durablement. Et on a pu également appréhender les outils de gestion durable qui permettent de mettre en œuvre ces pratiques de durabilité. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir leur potentiel économique, volet essentiel aussi pour permettre leur réintégration au sein du système de production au même titre que le cheptel ou un tracteur. Donc, ce cycle de webinaire est financé par le ministère de l'Agriculture, notamment dans le cadre de notre programme d'action, mais aussi du projet Interenvar Label Air, porté par la FAC Agroforesterie, dont Maxence vous parlera un petit peu tout à l'heure, dont Tram est également partenaire. Alors, notre rendez-vous là, va se dérouler en 3 grandes parties. Donc, Maxence va nous présenter les différentes formes de valorisation qui existent aujourd'hui autour de la haie. Puis Pierrick du collectif Bois Bocage 35 nous fera un retour d'expérience sur le travail de restructuration de filière bois durable, pas de structuration, pas restructuration, de filière bois durable en Ille-et-Vilaine qui est menée par CBB 35. Et enfin, Louisanne qui nous rejoindra en fin de matinée puisqu'elle est prise sur un autre rendez-vous, témoignera de ce qu'elle a développé sur sa ferme et vous parlera aussi de l'initiative de paiement pour services environnementaux qu'elle mène avec d'autres agriculteurs et des acteurs sur son territoire. Alors, Maxence, je te laisse te présenter peut-être rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, avant de nous faire découvrir les différentes voies de valorisation. merci Sandra et merci au réseau Tram pour ce choix de webinaire et pour cette introduction. Donc moi je suis Maxence Bell, je suis chargé de projet Label Haie.
au sein de la fac agroforesterie, une association nationale qui œuvre pour l'arbre et la haie champêtre au niveau national. En janvier 2025, on s'appellera Réseau Haies France, un nom qui sera peut-être plus évocateur de nos missions. Donc voilà, vous pouvez commencer à faire le changement au moins dans vos têtes. La fac deviendra Réseau Haies France. Euh, donc aujourd'hui, on va parler, on peut passer à la Ouais. diapo suivante. On va parler des formes de valorisation de la haie. Mais avant, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu le 18 novembre, le 19 novembre dernier, c'est-à-dire repartir de qu'est-ce qu'une haie en bon état écologique. Donc pour nous, la gestion, elle est dite durable si elle répond à un certain nombre de critères qui sont listés là. Donc c'est assez important de repartir de là. Chaque mot a son importance. La gestion est durable si elle correspond aux exigences physiologiques et naturelle de l'arbre et de la haie. C'est-à-dire qu'on va respecter les, la physiologie de l'arbre, de chaque individu et de ces ensembles d'individus qui constituent la haie. La gestion, elle est durable si elle se différencie en fonction des types de morphologie des arbres et des arbustes qui composent la haie. On n'intervient pas de la même façon en fonction, en fonction des arbres que l'on a en face de soi, c'est-à-dire que on va pas avoir le même type de gestion si c'est un noisetier, si c'est un châtaignier, si c'est un chêne, si c'est un... euh, enfin voilà, pour chaque arbre, il y a une gestion qui va être adaptée. Et donc ça, c'est impératif dans la gestion durable. La gestion, elle ne doit pas être non plus orientée vers un seul service. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une haie on ne peut pas gérer sa haie dans l'objectif seul de faire une haie brise-vent ou seulement pour produire du bois. On doit gérer la haie pour l'ensemble des fonctionnalités qu'elle remplit. C'est-à-dire que euh, on doit vraiment chercher à valider tous les effets possibles et ça donne une approche globale qui est plus pertinente, qui est durable pour l'ensemble de notre linéaire. Ça concerne différentes échelles d'action de gestion, c'est-à-dire que euh, ça va concerner l'ensemble du linéaire de l'exploitation ou du territoire. Ça ne peut pas être fait que sur certaines et pas sur d'autres. Et puis, il faut avoir une approche qui soit à la fois à l'individu, mais aussi quand on dézoome au niveau du linéaire, ou au niveau de l'exploitation. Voilà, il y a plusieurs échelles d'action qui doivent être combinées pour que ça soit fonctionnel. Enfin, ça s'inscrit dans la durée. On ne peut pas gérer durablement une haie 2 ans et puis après ne plus le faire. Le cycle de l'arbre, il est long. Donc, ça implique réellement cette notion de durée et de suivre le rythme d'accroissement naturel qu'il peut y avoir en fonction des différents contextes pédoclimatiques. Et puis, donc, ça rejoint aussi les échelles d'action, mais ça s'applique à toutes les haies. Ça s'applique à l'ensemble des haies, dont le gestionnaire. Donc, le gestionnaire, c'est souvent l'agriculteur, mais ça peut être aussi la collectivité. Ça peut être aussi le particulier. Euh, donc, ça s'applique à toutes les haies dont le gestionnaire a la responsabilité. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, c'est un système vertueux. Il y a gestion durable. S'il y a gestion durable, euh, alors on garantit de nombreux services écologiques. Donc, des services liés à la biodiversité, liés à la captation de carbone, liés au brise-vent. Et, et donc, tous ces services, ils vont être permis, ils vont être possibles si la haie est en bon état écologique. Et la haie sera en bon état écologique si elle est gérée durablement. Ça, c'est très important, hein. Je rappelle ce qu'on a vu il y a un mois. La haie, c'est une construction anthropique. Elle est intimement liée à la gestion qui en est faite. Sans intervention humaine, les haies, elles ont tendance à disparaître et à aller vers un état climatique qui est celui d'une forêt linéaire, avec une dominance des arbres auger. Donc, c'est pas ce qu'on veut pour une haie qui soit totalement fonctionnelle. C'est pour ça qu'elle doit être gérée durablement pour avoir ce cercle vertueux. Voilà. Je peux passer à la suite. On va rentrer maintenant dans
les valorisations économiques de la haie. Il y a donc plusieurs fonctionnalités de la haie, mais il y a aussi plusieurs valorisations possibles de la haie. Donc là, vous avez un schéma qui tente de les reprendre toutes, ou au moins la plupart d'entre elles. On a d'un côté, donc sur la gauche, en vert, les valorisations indirectes. Et à droite, en bleu, on a les valorisations directes. Les valorisations directes, c'est tout ce qui est lié à la vente de bois, puisque généralement, enfin, majoritairement, la valorisation directe des haies, c'est le bois. On ne va pas parler forcément des fruits. euh, donc, on va déjà voir donc, toutes les formes de valorisation. Donc, vous avez évidemment donc, le bois énergie, qui peut être soit du bois sous forme de plaquettes, soit du bois bûche, qui est souvent utilisé plus localement pour d'autoconsommation, pour les voisins, pour un marché local. Vous avez aussi une valorisation en paillage qui est importante, donc paillage principalement pour les agriculteurs qui vont être également dans de la réimplantation de haies. C'est souvent pour ça que le paillage est utilisé. Ça peut être aussi des petits marchés locaux liés à paillage de massifs sur une commune ou des choses comme ça. Vous avez aussi des valorisations en bois d'œuvre. C'est plus ponctuel, c'est des marchés pareils ultra locaux, mais ça peut exister. Et puis vous avez valorisation liée à l'élevage, donc soit en litière plaquette, en remplacement de la paille dans les stabules, soit en piquet de clôture. Ça aussi, c'est des choses qui sont souvent intéressantes. Et puis, valorisation en fourrage, peut constituer des apports intéressants en complément de l'herbe, évidemment. En valorisation indirecte, donc là, vous avez plusieurs configurations, plusieurs niveaux. Il y a d'abord, ça peut être d'abord des clauses dans des cahiers des charges. Je pars d'en haut là. C'est-à-dire que ça peut être valorisé dans un cahier des charges par rapport à des exigences qui peuvent être faites sur un territoire où on exige qu'il y ait une forme de durabilité sur la gestion des arbres et donc ça s'inscrit dans un cahier des charges. Ça peut aussi s'inscrire dans le cadre d'une valorisation sur produits agroalimentaires. Ça, c'est pas encore forcément très développé. Mais on peut imaginer, ben, voilà, une mention, cette exploitation produit du lait, produit des céréales, avec une gestion durable des arbres et des haies qui composent la ferme, qui sont intégrés dans la ferme. C'est un marché aussi de fourniture de services, c'est-à-dire que ça va remplir d'autres fonctions et qui peuvent être conjointes sur un territoire, auprès d'une commune, auprès d'un voisin qui serait apiculteur. Enfin, voilà, c'est des exemples. Et puis, il y a ensuite les valorisations dans les politiques publiques. Et donc là, ça va concerner un point qu'on verra tout à l'heure, c'est donc les paiements pour services environnementaux, les PSE, qu'ils soient publics ou privés, qui ont été mis en place, on verra après les 5 dernières années, là. Euh, il y a une valorisation dans le cadre de la PAC à travers le bonus haie. Le bonus haie dont une des conditions, c'est d'être engagé dans le label haie pour garantir la gestion durable de ces haies. Ce bonus haie, il est valorisé à 7 euros l'hectare, mais il y a des annonces de la ministre, de l'actuelle ministre, euh, qui annonce un bonus haie à hauteur de 20 euros l'hectare, donc c'est considérablement, enfin c'est 3 fois supérieur, donc ce sera résolument plus attractif. Il y a aussi donc des MAEC, une MAEC, la MAEC, donc mesures agro-environnementales et climatiques, gestion sylvicole, qui concerne la gestion durable des haies. Et puis il y a aussi le marché du carbone, c'est un marché encore voilà, qui est naissant, mais qui va probablement représenter des enjeux forts dans les prochaines années. Donc tout ça, ce sont les valorisations, directes ou indirectes. Il ne faut pas oublier ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, les haies, elles apportent un ensemble de fonctionnalités, de services agronomiques autour de la haie. Brise-vent, anti-érosion, etc., etc. Fourniture de biodiversité. Tout ça, c'est même pas marqué là, mais ce serait des choses à mettre en plus, évidemment. Voilà.
Donc voilà pour le panel global. On va peut-être rentrer un petit peu dans le détail de certaines de ces pistes. On peut passer à la diapo suivante. Euh, vous parlez également du fait que la haie est, depuis plusieurs années, euh, reconnue au niveau public. Dans les politiques publiques, on a une reconnaissance croissante de la haie. Donc récemment, il y a eu le pacte en faveur des haies, hein, qui a subi malheureusement une diminution de son enveloppe, à laquelle la fac agroforesterie s'est- s'est mobilisée pour limiter la casse. Donc il y a des informations sur notre site internet là-dessus. Il y a aussi donc la stratégie nationale bas carbone, où la haie représente un puits de carbone non négligeable. La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et les fonds chaleur portés par l'ADEME euh, parlent et intègrent la haie dans leur politique. Et puis, donc, on en a parlé, il y a les MAEC, les PSE, les paiements pour services environnementaux, la PAC, également avec le bonus haie. Et puis, en gris, là, vous avez deux projets qui sont marqués, mais qui sont encore, on va dire, en phase d'émergence, de développement. Donc, il y a la LOA, la loi d'orientation et d'avenir agricole, qui est en cours, qui est l'affichage environnemental, où c'est pas encore, euh, sont pas encore tout à fait en place actuellement. On peut passer à la diapo suivante. Je détaille ici rapidement ce qui est le pacte en faveur des haies. Donc l'objectif qui est de gagner, de faire un gain net de 50 000 km de haies à travers 6 axes, dont la richesse écologique des haies, la valorisation économique des haies, c'est ce qu'on va voir juste après vraiment en détail, et puis la gestion des haies. Donc ce pacte, il faut noter que c'est la première fois que on va, dans les politiques publiques, réellement au-delà de la simple plantation, mais qu'on s'oriente aussi vers la gestion durable, dans le sens où il est impératif, pour avoir ce gain net de 50 000 km par an, d'avoir une approche autour du maintien de l'existant, donc de la gestion durable. Il y a eu 3 appels à projets dans ce cadre. Un appel à projet animation, gestion et plantation, un autre sur l'investissement et la plantation, puis un autre qui est notable sur la structuration de filières de valorisation de la haie. Donc sur l'enveloppe qui était consacrée, l'ensemble de l'enveloppe a été consommé. Ça veut dire qu'il y avait sur tous les territoires au niveau national des attentes par rapport à la constitution de filières, et il y a eu beaucoup de projets qui ont émergé et qui ont été créés par des collectifs. Ça, c'est important. La notion de filière, elle est intimement liée à un collectif. Et elle est intimement liée à une diversité de structures, enfin, au moins plusieurs structures pour créer une filière. Voilà, donc on peut passer à la suite. Je vais vous présenter ensuite les PSE. Ces PSE, donc, ils ont été mis en place par le ministère de l'Écologie et de la Cohésion des Territoires en 2019. Il y a eu 153 territoires PSE, dont 53 qui ont intégré des éléments autour des haies. C'est ceux que vous voyez sur la carte en vert. Une enveloppe conséquente de 150 millions d'euros. Et en gros, hein, le montant par agricultrice, par agriculteur était proportionnel à la hauteur des services environnementaux qui étaient rendus. Et donc, c'est une rémunération qui était très attractive, on le verra après dans un exemple, et qui pouvait aller entre 100 et 120 hectares, 120 euros à l'hectare. On verra ça en détail après. Là, ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple concret d'une ferme, une ferme d'un agriculteur situé en Mayenne de 35 hectares en bovins allaitant, qui est engagé dans le label haie au niveau maximum, le niveau 3, donc environ 5 km de haies sur un cycle d'accroissement qui est assez poussant, hein, 10 à 15 ans pour chaque cycle. Voilà, donc on a une production de l'ordre de 40 à 50 tonnes par an. Et puis, pour une gestion durable, il est préconisé dans le cadre de son PGDH, son plan de gestion durable des haies, qu'il faut intervenir sur un linéaire
prélevable de 320 mètres par an. Voilà, donc on peut voir en détail dans la diapo suivante les, les coûts de chantier euh, qui sont liés à ces fameux 320 mètres et ces 40 à 50 tonnes par an. Euh, Vous avez donc plusieurs étapes pour venir réaliser un coût de chantier. Donc, il y a d'abord, enfin, venir réaliser un chantier de gestion des haies. Il y a d'abord l'abattage. Ensuite, il y a le débardage et la mise en tas. Ensuite, il y a la reprise de coupe à la tronçonneuse, permettre cette gestion durable. C'est ce que vous voyez dans la photo à gauche, en bas à gauche. Ensuite, il y a le déchiquetage. C'est ce que vous voyez à droite. Et puis, il y a le transport jusqu'au point de livraison. Donc ces coûts-là, ils ont été estimés, hein, donc le coût des lagages à 440 € le jour, le coût de location de l'élévatrice, le coût de la déchiqueteuse louée auprès de la CUMA, et puis le temps de travail également de l'agriculteur en question, Emmanuel, qui est intervenu à ces différentes étapes. Donc tous ces coûts additionnés font que l'on a à peu près une charge à hauteur de 42 € la tonne de bois vert déchiqueté produit. Donc quand on replace ça, voilà, ensuite il faut quand même rajouter le fait qu'il y a des coûts de certification liés au label haie, puisque l'agriculteur est engagé dans le label haie et valorise le bois avec ce statut-là, cette marque label haie. Donc, ce coût lié à la certification, il est pris en charge par la SIC qui collectivise le bois produit par les agriculteurs adhérents. Et puis, il y a le coût de réalisation du PGDH, le plan de gestion durable des haies, qui est impératif hein, pour entrer dans le label haie, mais aussi pour avoir une gestion, une planification de toutes ces interventions de coupe durable sur sa ferme. Donc, qui est à hauteur donc de 1400 € là, financé en partie par le pacte, mais avec un reste à charge quand même de l'ordre de 500 €. Donc ça, c'est des chiffres, des prises en charge publiques qui sont variables en fonction de vos territoires, en fonction de vos régions. Alors, comment cette ferme a valorisé ses productions de bois? Donc d'abord, il y a principalement la litière plaquette. L'agriculteur était à la paille, il a remplacé 100% de la paille utilisée dans sa stabule par la plaquette qu'il produisait. 40 tonnes de plaquettes sont produites et utilisées par an sur la ferme. Donc, vous vous rappelez, hein, il produit environ 50 tonnes. Et donc, sur ces 50 tonnes, donc 80% partent dans la stabule la, pour remplacer la paille. Donc, globalement, hein, avant d'être en 100% plaquettes, il était à 25 tonnes de paille achetée à 120 € la tonne. Donc voilà, c'est toujours ça, de dépenses en moins. Euh, il le vend, donc il reste 10 tonnes hein, sur les 50 tonnes produites. Si 40 partent en stabule, il reste 10 tonnes. Ces 10 tonnes-là qui restent, elles vont partir et être valorisées dans la SIC Mayenne Bois Énergie qui va racheter le bois, puis le vendre ensuite à des chaufferies collectives sur place, enfin sur place, dans le département ou les départements voisins. Une autre forme de valorisation, c'est le bonus haie que Emmanuel là, a pu cocher dans le cadre de sa déclaration PAC à hauteur de 7 € l'hectare. Donc, voilà. On va replacer ces valorisations maintenant dans le même schéma que je vous montrais tout à l'heure. Donc vous avez le bonus haie à gauche, donc, qui est pas grand-chose, hein, 7 € fois 35 hectares égale 245 € par an. Pour le bois énergie, on a une revente, une coût de production hein, qui était de 400 €, une vente de bois qui est de l'ordre de 600 €, donc ça fait en gros 200 € euh, qui est, euh, qui est valorisé. Et puis il y a la litière plaquette, donc là où on fait une différence hein, entre le coût de la paille qui était utilisé avant et puis donc les 25 tonnes dont je vous parlais avant, et puis là le coût de, de- de production lié à la litière plaquette. Donc on a un bénéfice, hein, une différence de 1400 €. Au total, une marge générée grâce à la haie de l'ordre de 1800 €. Et
on n'a pas pris en compte là-dedans l'ensemble des services agronomiques, c'est-à-dire l'ombrage porté sur son troupeau, etc. Toutes les fonctionnalités de la haie que vous connaissez. Voilà, donc ça c'était un exemple qui est assez parlant, hein. Donc c'est un profil, c'est une exploitation qui est, qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est seulement 35 hectares, c'est un modèle qui n'est probablement pas reproductible partout, mais c'est un exemple quand même qui mérite d'être pointé. Là, il y a un autre exemple, alors on n'a pas autant de détails, mais on va quand même l'aborder, c'est une autre ferme, une autre dimension de ferme, 226 hectares, 4 personnes, polyculture élevage, donc 28 km de haies, c'est autre chose. Euh, voilà, donc c'est situé en Maine-et-Loire. On est sur des cycles qui sont également très poussants. Donc on va voir ensuite là quel travail a été fait. Donc, on peut passer à la diapo d'après. Ce sera le dernier exemple. Je passerai la main ensuite. Alors, sur cette ferme, donc la ferme d'Édouard, on a une valorisation en bois bûche euh, de 30 corps, donc 110 mètres cubes. Donc il vend à peu près à hauteur de 4 500 euros. Et puis, non négligeable, et c'est souvent enfin, quelque chose qui n'est pas forcément très visible, mais de l'autoconsommation pour les 4 maisons, des 4 personnes qui travaillent sur la ferme. Donc, production de bois bûche, donc autonomie en chauffage pour les 4 gérants. Ensuite, il y a le bois plaquette, une production quand même de 30 tonnes, qui est divisée en énergie pour la moitié, donc vente de 15 tonnes à une entreprise, et un petit peu d'autoconsommation par une maison, pardon, donc c'est en plus des 4 associés. Du paillage, vente de 4 tonnes également de paillage, et puis un petit peu de litière plaquette en mix, c'est-à-dire en mélange avec la paille, sous les génisses. Donc là, les chiffres sont un petit peu moins précis, mais ce qui est important et ce qui est notable pour cette exploitation, c'est qu'il est sur un territoire éligible au paiement pour services environnementaux, au PSE. Donc, il y a eu un apport de plus de 100 000 euros sur 5 ans, c'est-à-dire 36 000 euros par an, dont on peut attribuer 21 000 euros pour la gestion des haies. C'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de services environnementaux sur cette ferme. Il n'y avait pas que la haie, il y avait d'autres choses également, la prairie, et donc c'était à hauteur quand même de 36 000 euros. Ce qui fait, donc grâce au PSE et ce volume enfin, ce coup de pouce considérable, hein, une marge très importante autour du sujet de la haie à plus de 27 000 euros par an, divisé évidemment par rapport à la taille de l'exploitation et les 4 associés. Voilà pour cet exemple, et je crois en avoir fini. Merci Maxence. Effectivement, on arrive au bout. Merci pour tous ces éléments qui montrent bien que la haie peut s'intégrer dans de multiples cadres pour générer des valorisations économiques tout en garantissant la durabilité de la haie. Anne-Gaëlle, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Non, moi je vous ai partagé quelques liens au fur et à mesure. Il y a eu une question quand tu as présenté le cas d'Emmanuel, mais tu l'as repris un petit peu après, c'est le fait que la ferme est quand même très petite. C'est assez particulier. Et donc la question c'est est-ce qu'il arrive à vivre de cette petite surface et de ce qu'il y fait? Et pendant que je vous parle, je crois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Oui, Ah, c'est bon. ouais, tout à fait. Oui, oui, bah, c'est un modèle, donc c'est du bovin viande, hein, et oui, oui, tout à fait, c'est un modèle qui est rentable. Effectivement, c'est une petite exploitation, mais ça marche, le système est en autonomie, et puis il y a eu des gains permis grâce à l'engagement dans le label haie, puis une gestion des haies adaptée, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont optimisées dans cette ferme. Le parcellaire est tout autour de l'habitation et de l'étable. Donc, il y a des déplacements d'animaux. Enfin, c'est vraiment optimal. Et il y a pas de système de prairies bien délimité, bien fonctionnel, avec des haies. Donc, tout fonctionne très bien et tout est très bien optimisé. Merci. Après, c'est plus un commentaire Oui. qui est de quelqu'un qui nous parle du projet ClimaVeg. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ou ClimaVeg. Voilà, qui dit qu'il y a eu un webinaire qui s'est passé et organisé par la FR Civam Pays de la Loire et que finalement les méthodologies et résultats se recoupent.
Alors, je sais Ah, pas super. si... c'est Anthony. Anthony, je sais pas si vous avez de la documentation, mais à la limite, si vous avez des liens sur Internet qui présentent ce projet, ça peut peut-être valoir le coup de le partager dans la conversation là avec tout le monde. Je pense que ça peut enrichir les connaissances de tous les participants. Ça marche. Je vais essayer de retrouver ça parce que vraiment, sur les méthodologies, il y a des choses qui se recoupent et il y a des choses qui peuvent être complémentaires que que vous pouvez apporter au présentateur de ce webinaire et que lui aussi peut vous apporter, je pense, sur quelques points de détail, quelques points de détail de méthodologie et de résultats. Donc, si vous le souhaitez, ouais, ça pourrait être intéressant. Je vais essayer de retrouver peut-être un replay du webinaire ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est Avec ça, si vous grand, trouvez, je pense que ça peut plaire à tous les participants. Enfin, je parle un peu d'une manière générale, mais ça peut être chouette. avec grand Voilà, et puis plaisir, après, ouais. c'était Mm. commenter, remercier pour enfin, en disant que c'était intéressant d'avoir des chiffres sur des exemples concrets de fermes. Ouais, Et que dans le deuxième cas, effectivement, sur les 27 000 euros bruts, il y avait 21 000 euros de PSE qui étaient apportés. ouais, c'est énorme, hein. C'est énorme. C'est d'accord. Et c'est d'ailleurs, PSE n'a pas vocation à être là en permanence. C'est pour ça qu'il est là pour apporter des confirmations de pratique ou des changements de pratique. Et c'est un dispositif qui est expérimental aussi. Donc, il ne faut pas le mettre en projection, en trajectoire sur toute la carrière de l'agriculteur. Mais ouais, effectivement, à souligner. Super. Et on a fait le tour du coup pour le chat. Merci Anne-Gaëlle, parfait. Du coup, Pierrick, je te propose de te présenter. Hop, je partage pas le bon écran. Hop, en attendant, je vais gérer ma tambouille. Tu te Euh, présentes. je- Merci Sandra et Anne-Gaëlle pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Pierre Cordouin, je suis coordinateur du collectif Bois Bocage 35, donc structure de valorisation de bois, issue notamment des haies bocagères. Voilà, on va pouvoir Ouais, alors attends, je cherche dérouler. l'autre présentation. Hop, En tout cas, ça arrive. on t'entend bien, Pierrick, beaucoup mieux que tout à l'heure. C'est Mm. mieux? Bon, Ouais, super. ouais. J'essaie de Super. parler un petit peu fort. Mm. Le micro est bouché par les poussières de bois. Ah, Ah, une autre valorisation possible des. Ah oui. Mm. tac. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Vous voyez l'écran? Oui, Non? c'est bon, parfait. Super. Donc Voilà, Pierrick, tu alors, me dis hein, quand passer aux slides suivantes si jamais je entendu. ne réagis pas assez vite. Donc l'histoire commence à la fin des années 90 hein, pour CB35 avec donc des producteurs consommateurs qui valorisaient du bois déchiqueté sur leur exploitation, soit au travers de la litière, soit au travers de chaudières à bois déchiqueté pour des usages domestiques et professionnels, type eau chaude, salle de traite plus maison. Jusqu'en 2003, on a atteint le pic du nombre d'associations d'agriculteurs sur le département. Il y en avait 4. Ça posait des petits problèmes de rationalité économique, d'efficacité, de zone d'achalandise également. Donc, il a été décidé en 2011 de fusionner ces associations et de créer le collectif Bois Bocage 35. Donc, à l'époque, seulement quelques petites chaufferies étaient livrées, plus une grosse, le Creux. Hein, voilà, donc c'est une centrale de cogénération à Rennes. Donc pendant 6 ans, l'association a eu beaucoup de difficultés financières, liées notamment à la fourniture aux grosses puissances, puisqu'il y avait un petit peu que ça pour valoriser le bois des agriculteurs. Le marché, n'était pas, très porteur à l'époque. Donc, en 2018, grosse difficulté financière, à une voix près, l'association a arrêté son activité. Donc, je suis arrivé en 2019 en mutualisation, avec Poitou-Nars-Breizh, donc la Fédération bretonne des filières bois-énergie territoriales. Depuis, on a diversifié les services et augmenté les volumes. On va pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, on s'est doté d'une équipe pluridisciplinaire très compétente, solidaire, qui représente 7,6 équivalents temps plein
Et c'est notamment la diversification qui a permis d'étoffer l'équipe salariée, notamment par la réalisation de travaux agroforestiers, donc paillage, plantation. Donc on paille avec le bois des agriculteurs sur les haies qu'on plante, mais également sur les haies, sur d'autres haies. On paille environ 100 km de haies par an. On a également diversifié avec l'exploitation de bois bocagers et forestiers, principalement bocagers quand même, où là on va réaliser les travaux chez les agriculteurs, à leur place. Et enfin, par la formation et la réalisation de plans de gestion. Donc ce qui nous amène à avoir, sur la slide suivante, des compétences, et des métiers très diversifiés au sein de notre structure, quoi. On fait de la logistique, du commerce, mais également de l'organisation de chantier, de la mécanique, des travaux forestiers, enfin c'est très, très diversifié. On peut avancer. Alors voilà, donc ce qui est important de voir, c'est un peu la dimension, prise par CBE35. On a commencé quasiment à zéro, on valorisait ça entre 500 et 1 000 tonnes par an au début. Aujourd'hui, on commercialise 10 000 tonnes de bois par an. Donc, notre rôle, est de collecter ce bois auprès des agriculteurs ou de l'exploiter. On le transforme, c'est-à-dire on le sèche, on le stocke, on le crible s'il faut. Donc c'est un raffinage du produit afin d'améliorer, la qualité du combustible à destination de certaines chaufferies qui seraient plus délicates que d'autres. Donc on en assure le contrôle qualité et la logistique, derrière. Donc on va valoriser 7 000 tonnes de bois sous forme de bois énergie, hein, donc 50 en C1, donc c'est de la grosse plaquette humide, et 50 en C3, c'est de la petite plaquette sèche. On va également valoriser 3 000 tonnes sous forme de paillage, donc en filière humide à destination, des travaux agroforestiers très majoritairement, mais également, sous forme en filière sèche, pour la litière animale. Donc là, c'est un marché qui est un peu, plus, intime en volume, mais qui s'adresse quand même à quelques éleveurs bovins et en volaille. Donc voilà pour les volumes, sachant qu'on fait également aussi un petit peu de bois d'œuvre, hein, on va le voir dans les photos. Notamment, le département de l'Ille-et-Vilaine a été très fortement remembré, au XXe siècle, et ont été replantés un grand nombre de peupliers. Un réseau de plateformes à consolider, oui. Alors, donc ça fait partie de notre activité, en fait. Pour développer une filière, surtout à l'échelle d'un département, il faut s'appuyer sur des plateformes de stockage. Ça, c'est indispensable, c'est un des éléments structurants de notre activité. Donc là, c'était pour vous resituer un petit peu géographiquement, notre activité sur tout le département de l'Ille-et-Vilaine. Euh, on est constamment en recherche de nouveaux stockages pour pouvoir collecter les agriculteurs. Et également, donc en fait, il faut placer ces stockages sur des endroits à fort gisement, mais également à proximité de nos clients. Et donc ça, c'est un travail qui est assez fin. Parce que en fonction, vous voyez, vous avez deux types de plateformes, donc des plateformes couvertes et des plateformes non couvertes. Les plateformes non couvertes sont bien souvent, le bois est transporté par camion et donc autorise des distances un petit peu supérieures aux plateformes, qui, elles, sont couvertes et qui, en général, vont être, le bois va être distribué en local, donc via des remorques agricoles. Donc ça fait partie de notre travail, voilà, de structuration de la filière. On peut passer à la suite. Donc, je disais 10 000 tonnes de bois valorisés, 11 500 tonnes de bois collectés l'année dernière. Donc là, on a la répartition des achats sur l'exercice précédent. On a 74 de nos bois qui proviennent du bocage. On a également 15 donc 68 en bois bocage géré durablement et 6 qui atteignent la certification Label A. On travaille également avec le bois forestier à 11 et le bois d'opportunité. Donc le bois d'opportunité, ça va être les peupliers et les résineux type cyprès, thuya, etc., qu'on peut trouver autour des sièges d'exploitation.
Donc, les agriculteurs apportent 95% du bois, hein, donc à travers le bois de bocage, mais également les bois d'opportunité et une partie du bois forestier. Parce que on s'est aperçu que nombre d'agriculteurs sont également propriétaires forestiers. Et donc, quand on intervient sur des bosquets, donc nous, on applique la théorie, la définition de la FAO au-delà de 50 arts de surface. On est sur du bois forestier. Et donc, beaucoup d'agriculteurs nous demandent d'exploiter ces bois en fonction d'objectifs pluriels. Comme Maxence a pu le démontrer pour la haie, la forêt, c'est également un ensemble de services rendus, qu'ils soient écosystémiques ou de production. Et donc, il faut articuler cela dans la gestion. Et c'est ce qu'on propose. Enfin, donc, dans la typologie des achats, on achète le bois de plusieurs façons, soit du bois qui est directement broyé par les agriculteurs, donc ce que j'appelle clé en main, c'est-à-dire que nous, on assure l'exploitation pour l'agriculteur, et enfin du bois en bordure de route. Donc on voit qu'il y a une répartition entre le bois broyé et le bois exploité directement chez les agriculteurs qui est à peu près équivalente, et donc ça, c'est une tendance qu'on observe. Donc, pour bien structurer une filière de bois bocager, il faut une politique d'achat claire. Donc, nous, on a 3 produits bois, le bois d'opportunité, le bois bocagé durablement et le bois certifié label haie. Le bois bocagé durablement, donc nous, on va exiger des coupes propres et respectant la physiologie de l'arbre, une absence de coupe sur les essences rares et à croissance lente, bien évidemment, et la préservation de la ligne de vie. Donc bien souvent, on a des agriculteurs qui pratiquent déjà cette gestion durable et donc nous, on va les amener, vers le label haie, qui est la certification qu'on a choisie, pour valoriser, et garantir, la gestion durable. Donc là, les producteurs s'engagent au sein d'une organisation collective de gestionnaires, donc c'est une certification de groupe qui est portée par CBE 35, et on contractualise sur 5 ans avec les gestionnaires. Donc nous, on refuse systématiquement les bois issus de défrichements non légaux. Alors, on travaille aussi en collaboration avec les EPCI dans le cadre de déplacement de haies, où là, il y a un travail de réaménagement parcellaire. Là, on peut accepter ces bois-là, mais bien évidemment, il faut qu'on ait le dossier qui a été vu au préalable avec le technicien bocage des EPCI. Donc, on a une spécificité en Bretagne, c'est que quasiment tous nos territoires sont couverts par le programme Brace Bocage, qui implique la présence d'un technicien bocage et donc des relations assez fines, très techniques sur tous les territoires. Donc les coupes de gros bois sans valorisation de bois d'œuvre, nous on les refuse. Les coupes qui ne sont pas bois bocage géré durablement en 2e année également, parce qu'on est une structure agricole, on prend les gens là où ils sont dans leur pratique et on essaye de les emmener le plus loin possible. Et donc tous les bois en contentieux commerciaux. Donc nous, on contractualise un prix par matière en fonction de l'impact environnemental. Donc c'est ça, un bois bocage, bois d'opportunité, bois bocage géré durablement, bois label L. Donc le prix est forcément croissant. On a une logistique claire pour le producteur. Donc il sait, au moment où on contractualise la vente, il sait où est-ce qu'il doit livrer ou alors s'il doit stocker chez lui. Et enfin, il est nécessaire d'avoir un paiement rapide pour les bois qui impliquent des rentrées d'argent, des dépenses pour le producteur. Donc ça, c'est un point faible de nos filières, ça l'est moins maintenant, mais c'est le délai de paiement. Au démarrage de CBE 35, on était à un délai de paiement de 1 an et aujourd'hui, on paye à 30 jours. Un cadre de valeur donc qui est un peu notre ligne de conduite à CBE 35, hein, donc structure de développement agricole. Nous, on cherche à travailler avec tous les agriculteurs et à les faire monter en compétences techniques et environnementales. On respecte le rythme de chacun, il y a une grande diversité dans le monde agricole et également dans la perception de la haie. Donc on a des agriculteurs pour qui la haie est une gêne. Alors on va pas forcément être très en contact avec ces gens-là, on va plutôt être sur la catégorie des agriculteurs qui la haie, c'est bien. Ils savent qu'il y a des intérêts écosystémiques, des intérêts pour la protection des cultures et des troupeaux, mais les contraintes de gestion voilà, imposent des choix techniques qui sont contraires à ce que nous, on cherche à développer.
et donc on va les amener à progresser. Il est important, nous, on va favoriser la coopération des acteurs et des intervenants autour du bocage. On est plutôt dans l'inclusion que dans l'exclusion, donc ça traduit un peu ce que je disais avant. On va former les agriculteurs, les accompagner au quotidien. Donc, quand on achète le bois, on ne fait pas qu'acheter du bois. En fait, on va former l'agriculteur sur les pratiques, lui dire quand c'est bien, lui rappeler les gestes de bonne pratique, la qualité des coupes, l'intérêt de préserver certaines essences, de ne pas les couper. Par exemple, du hou, hein. Nous, on a beaucoup de hou chez nous dans les haies matures ou de l'aubépine. Et donc, voilà, de leur dire, bah, ça, c'est pas intéressant à couper, ça passe pas dans un broyeur. En revanche, il y a des intérêts écosystémiques qui font qu'elles doivent être maintenues dans la haie sans être exploitées. Voilà. Et un élément qui est très important, hein, si on veut réussir une filière bois-bocage, c'est de répartir équitablement la valeur ajoutée entre les acteurs et de respecter les valeurs humaines. Et alors ça peut paraître des mots un peu valises, mais ça se traduit sur le terrain en fait par un prix juste qui est négocié chaque année avec les producteurs de manière à assurer une rémunération qui ne soit pas complètement déconnante par rapport au prix qu'on peut avoir sur le marché, mais qui traduise aussi les coûts de production, parce que ça c'est important, mais également donner une valeur au bois, puisque le bois occupe de l'espace dans la SAU. Et donc, il est nécessaire que ce travail et les surfaces attribuées au bois puissent être rémunératrices. Et donc, dans le respect des valeurs humaines, parce que, en fait, on a décidé de collecter tout le monde à CBB35. Par conséquent, un agriculteur qui met une remorque de bois, qui correspond à peu près à 10 tonnes de bois, sera collecté au même titre qu'un agriculteur qui a une grosse ferme et beaucoup de haies sur son exploitation, où là, on va avoir des productions jusqu'à 100 tonnes de bois par agriculteur. Et ça se traduit également par un prix qui est équitable, c'est-à-dire que le prix est le même pour tout le monde. Voilà, que l'on produise 10 tonnes ou 100 tonnes, le prix va être le même. Voilà, on va pouvoir dérouler. Donc là, je voulais par une série de photos, vous expliquer. Nous, on a choisi de faire donc sur la partie chantier clé en main. Donc ça, ces chantiers-là, en fait, sont liés à une observation qu'on nous a fait il y a quelques années, à savoir que les agriculteurs n'ont plus le temps d'entretenir les haies ou d'exploiter le bocage. Et donc, on s'est posé la question, comment on pouvait faire pour offrir un service aux agriculteurs sur des exploitations qui avaient perdu la main-d'œuvre ou qui avaient tellement grossi qu'elles n'avaient plus ni savoir-faire, ni de temps à passer dessus. Donc, on fait une exploitation mécanisée au sécateur hydraulique. Là, on va pouvoir dérouler, Sandra, les photos les unes après les autres. Voilà. Et en fait, ensuite, on fait une reprise à la tronçonneuse de manière à avoir des coupes qui soient conformes avec les exigences du label A. Donc, c'est-à-dire qu'on va reprendre le plus ras possible et avoir des coupes qui soient fermées sans éclatement de la souche. Donc, avec un travail de bûcheronnage. Ensuite, le bois est débardé à l'aide d'un tracteur et d'une pince de débardage. Donc, ça, c'est notre matériel. Voilà, ici vous avez un de nos bûcherons qui prépare des grumes de peuplier, puisque dans notre bocage, comme je le disais, il y a eu beaucoup de peupliers d'implantés. Donc on va avoir bien souvent des haies mixtes avec donc des essences type frêne, aulne, nosesaule, également en strate arborée du peuplier. Donc on arrive là dans le département au stade d'exploitation. Donc là on prélève les peupliers et on les prépare pour d'une part les têtes, les valoriser en plaquettes et les grumes, comme on peut le voir sur la photo d'après. Donc là, c'est la mise en andin, en fait. On a une deuxième pelleteuse qui permet de mettre en andin l'état afin de favoriser l'étape suivante. Donc là, on stocke le bois bordure de route afin de pouvoir broyer plus facilement. Donc là, il y a une autre photo de mise en andin. Le broyage. Donc ici, en tracteur remorque. Et là, broyage en camion à fond mouvant. Donc on voit en bas à gauche et le camion à fond mouvant qui livre la chaufferie.
Voilà, donc le bois est stocké bordure de route, broyé, ressuyé, on le ressuie pendant plusieurs mois, il est broyé et il va directement à la chaufferie. Voilà, et bah voilà, une petite photo du foyer de la chaudière. Donc ici, on est sur une chaudière de moyenne puissance, 1,4 MW de puissance, donc qui permet d'alimenter un EHPAD et toute une série de bâtiments assez anciens. Donc des perspectives encourageantes avec des chaufferies en projet, des agriculteurs en demande, un savoir-faire opérationnel tout de même, hein, je disais qu'il y avait une perte du savoir, une raréfaction de la pratique du bûcheronnage. Donc ça, c'est en rouge dans les points négatifs. Mais on a un savoir-faire opérationnel dans la filière, c'est-à-dire au niveau du broyage, au niveau de la préparation des bois nus à CBB, au niveau du transport, au niveau de la partie logistique. Donc ça, c'est quand même la base d'une filière, c'est qu'il y a des gens qui savent travailler la matière. On a un renforcement, en revanche, on a un renforcement du réseau de plateformes qui est nécessaire, une raréfaction de la pratique du bûcheronnage dans le monde agricole et une visibilité également renforcée, puisque des structures comme nous restent, méritent d'être connues de tous les agriculteurs. Donc pour ce faire, on a répondu à l'appel à projet filière de l'ADEME, qui soutient la mobilisation des agriculteurs et la structuration de l'offre, voilà, qui va être destinée surtout sur l'ouest du département de l'Ille-et-Vilaine. Et par ailleurs, un des leviers aussi, c'est le développement de certifications qui visent à garantir la gestion durable des bois bocagers, forestiers pour nos clients. Donc on voit l'évolution du chiffre d'affaires de notre structure. Donc ça, c'est des signes encourageants qui peuvent être déployés dans d'autres départements, hein, donc c'est voilà, on atteint aujourd'hui une taille qui nous permet bah, de fournir des plus grosses chaufferies et, et d'avoir voilà, une capacité aussi de se développer sur d'autres projets. Et donc ça passe par de la performance, mais également, il faut des volumes, hein, ça, c'est ultra important. On ne peut pas rester sur des volumes trop petits, hein, ça, c'est bien au démarrage. Alors, on dit que pour créer une filière de collecte de bois agricole, il faut environ 5000 tonnes pour payer une personne. Donc, nous, on voit que grâce à la diversification, on a pu atteindre 7,6 équivalents temps plein. Et ça va nous permettre bah, d'être très polyvalent et donc d'être beaucoup plus réactif tant auprès des agriculteurs que des clients. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Donc, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Eh ben, on passe la balle à Anne-Gaëlle. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions quand même dans Oui, dans la il y a petite pas mal de conversation. questions. Je vais les regrouper un peu par thématique, si ça te va. Oui. La première, c'est vraiment sur la structure, on va dire, CBB 35. Il y a deux questions. La première, c'est est-ce que la forme associative est en adéquation avec finalement l'adéquation que vous menez? Parce que, enfin, voilà, c'est une association. Donc, la Oui. question, c'est est-ce que par rapport à une activité quasiment entrepreneuriale, le statut d'association est OK, vous êtes assez nombreux et tout? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes certifié PEFC ou FSC pour valoriser sous certification les bois forestiers? Alors, sur la première question, c'est Ouais. vrai que la forme juridique de nos structures, donc elle a été, donc elle est la même qu'à la création. Aujourd'hui, on voit bien nous, on est un opérateur économique. Le statut associatif nous permet de nous dégager de la nécessité du profit. Alors, on fait du profit. Aujourd'hui, l'activité est profitable, mais elle permet de réengager les revenus générés vers toujours le projet associatif. Donc, investissement dans l'humain, dans du matériel, dans la prospection aussi. Et donc, ce statut-là ne vient pas en contradiction avec l'esprit de la filière qu'on pourrait avoir. On a un fonctionnement qui est similaire à celui d'une coopérative, puisque dans nos adhérents, on a plusieurs collèges, et notamment collège producteur, collège usager et collège partenaire technique. La deuxième question portait sur Pardon, excuse-moi, c'était sur la certification PEFC, PEFC. enfin voilà, Alors, pour le bois forestier.
Alors, aujourd'hui, on n'est pas certifié PEFC sur les bois forestiers. C'est une réflexion qu'on a, voilà, qui nous intéresse fortement parce qu'elle va nous permettre de valoriser aussi les bois forestiers. Alors, il y a deux types de bois. Il y a des bois qu'on achète en bois forestier pour complémenter nos approvisionnements, sécuriser les approvisionnements. Et on a également du bois qu'on produit. Voilà. Et donc, c'est notamment cette production de bois sur les espaces forestiers. Donc là, il y a une réflexion qui est en cours, justement, pour adhérer à un référentiel de certification. C'est assez avancé comme réflexion, mais bon, pour l'instant, la décision n'a pas été prise. Encore décidé. Ça marche. J'espère que ça répond à vos questions. Les deuxièmes questions sont plutôt axées sur les plateformes. Et la première, c'est vrai que tu nous as parlé des critères de création de plateforme qui est la proximité avec Oui. les clients et la proximité de la ressource. Mais la question était de savoir, est-ce qu'il y a, comment vous vous décidez finalement dans la construction ou non d'une plateforme et est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte et lesquels peuvent être aussi très déterminants au-delà de cette proximité Mm. du client et de la ressource? Alors, construire une plateforme coûte très cher. Donc, en règle générale, on a eu le soutien, on a des partenaires, on stocke chez euh, plusieurs formes de partenaires. Donc, on va stocker chez des agriculteurs, ça c'est la première forme. Donc, on va réutiliser des bâtiments agricoles pour stocker de la plaquette. Donc, ça c'est la première forme, qui est la plus, je dirais, la plus rapide à mettre en œuvre, dans la mesure où les équipements sont existants. On a des agriculteurs qui sont prêts à assurer les opérations logistiques pour nous, donc gerbage, stockage et rechargement, voire même transport derrière. Ensuite, on va avoir des agriculteurs en groupement, hein, sous forme de coopérative, où là, il y a des décisions qui sont un peu plus longues à prendre, puisqu'on va avoir donc plusieurs décisionnaires pour aller vers un investissement. Donc là, on en a quelques-unes comme ça. Et enfin, on a la construction de plateformes par l'exploitation de plateformes qui ont été construites par des EPCI, par exemple, qui viennent en soutien. Par exemple, on a des EPCI qui ont construit une plateforme parce que derrière, il fallait approvisionner leur chaudière. Et donc, ils voulaient sécuriser l'approvisionnement en ayant une plateforme. Donc, nous, on a un engagement avec eux que tous les volumes qui vont transiter par la plateforme iront, enfin, que tous les volumes consommés par leur chaudière transitent par leur plateforme et afin de collecter du bois local. Voilà. Alors, la construction de plateformes, comme je le disais, ça va être des événements un peu assez rares dans la vie de notre structure puisqu'on est sur des budgets qui ont un retour un seuil de rentabilité, un retour sur investissement qui est très long, il faut le dire. Bon, le photovoltaïque nous aide quand même. Ouais, sans ça, ce serait difficile de construire des bâtiments sans, en fait, c'est un engagement politique de construire une plateforme. Bon, là, s'il y a des élus qui nous écoutent, c'est vrai que d'avoir une plateforme bois sur son territoire, en fait, ça va pas être rentable, financièrement, très rapidement. En revanche, il va y avoir toutes les aménités positives de cette construction de plateforme. Donc sécuriser l'approvisionnement pour les chaudières, mais également, permettre de collecter le bois. Et donc toute la chaîne de valeur reste sur le territoire. Les producteurs viennent du territoire, le transport vient du territoire, les déchiqueteuses ne viennent pas non plus, de très, très loin, hein. C'est pas des équipements très courants, mais ça reste départemental. Et ensuite, donc, la valeur ajoutée reste aussi sur le territoire. Merci. Il y a une autre petite question sur les plateformes, mais qui est un peu un oui-non-réponse, je pense. Est-ce que vous avez des plateformes de valorisation de bois d'œuvre? Il me semble que ça. Oui, parce que t'en as parlé rapidement en disant que vous en aviez un petit peu de cette valorisation en bois d'œuvre. Et voilà, il y a une question qui est, est-ce que vous avez une plateforme? Non, les bois d'œuvre sont collectés directement sur les bordures de route. On ne stocke pas les bois d'œuvre sur des plateformes. Ça part directement chez les scieurs. Ok, ça marche. Et la dernière famille de questions, ça va être concernant les prix avec les agriculteurs. Et finalement, quelle est la méthode de fixation des prix?
puisqu'on a un témoignage dans la Haute-Saône de quelqu'un qui dit qu'effectivement, un des points également qui bloque chez eux, c'est le temps de travail réalisé par les agriculteurs et qu'ils aimeraient bien proposer du clé en main, qui leur paraît la meilleure façon d'arriver à une gestion durable et écologique sur leur territoire. Et du coup, la question qui recoupe une autre est un peu, bah, quelle est la méthode de fixation des prix? Tu as dit que vous revoyez ça assez Mm. régulièrement. Et voilà, quelles Tous les sont ans. vos réflexions et étapes? Ouais. Effectivement, tous les ans, donc, lors de notre assemblée générale, donc il y a on a une grille de prix en fait en fonction des matières et tous les ans, cette grille est reproposée à l'assemblée générale. Euh, donc il y a différentes matières, hein. Il y a, comme je le disais, bon, sur les bois agricoles, on a 3 types de matières et les éléments qui vont nous permettre de modifier le prix vont être notamment les coûts de production. Donc c'est lié notamment, le plus impactant, c'est le coût du déchiquetage du bois, hein, en charge externe. Parce que la préparation des andins de bois à broyer, logiquement, on ne devrait pas évoluer sensiblement d'année en année, hein, puisqu'il y a un coût, le coût des combustibles, par exemple, et du matériel est assez faible. Dans la préparation de l'andin, c'est surtout du temps de bûcheronnage. Voilà. Alors nous, nos prix sont fixés, bah, notamment par rapport à notre capacité à vendre derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter à un prix qui serait complètement hors marché. Auquel cas, on ne pourrait pas vendre la matière parce qu'on est quand même sur, bah, notamment en Ille-et-Vilaine, sur un marché qui est très concurrentiel, qui est très consommateur, avec la métropole rennaise qui est un peu euh, un gros hub de toutes les arrivées de bois du département. Et donc, il y a un écosystème du bois déchiqueté en Ille-et-Vilaine qui est très présent, mais donc est très développé. Donc ça a amené forcément à une rationalisation et à une professionnalisation de la filière. Et donc, bah, ça se traduit en général par des prix compétitifs. Donc, il y a ça à prendre en compte. Maintenant, on ne peut pas se mettre au prix des bois de recyclage, des bois forestiers notamment. Les bois forestiers vont être toujours moins chers, un petit peu moins chers. C'est pas non plus une différence très, 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 très grande entre le bois bocage et le bois forestier, mais il y a forcément une différence de coût puisqu'on n'est pas sur les mêmes volumes, hein, tout simplement. Nous, quand on collecte 10, 15, 20 tonnes chez un agriculteur, bah, ça a un coût important et l'agriculteur, lui, n'a pas les moyens de production d'un forestier. Donc forcément, il met plus de temps pour préparer le bois. Et les rendements aussi en déchiquetage sont moins importants en bocage qu'en forêt. Donc voilà, c'est fixé en assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Voilà. Et donc c'est le collège producteur avec les usagers il y a un échange en fait, il y a une discussion. Il y a aussi ce que la structure est capable d'apporter, hein. Nous, à CB35, on a des marges de manœuvre et on peut le faire. Si on peut augmenter le prix, on va l'augmenter, oui. Merci. C'est tout pour les questions du chat, en tout cas. Je ne sais pas si des personnes en ont de vive voix à te poser. Alors peut-être, je vois une question sur le clé en main qui paraît la meilleure Oui, façon d'arriver à cette oui, gestion c'est ça. durable. Euh, c'est vrai que nous, on s'est posé la question aujourd'hui. À CBB35, on a une capacité de production. On n'est pas une entreprise de travaux forestiers, on ne va pas pouvoir acheter des machines, etc. Là, on sortira un peu du cadre de notre objet statutaire qui est développer une filière. Donc nous, on rend des services. Maintenant, ce qui est important de développer, c'est la compétence des agriculteurs dans le bûcheronnage ou la capacité de se grouper ensemble pour externaliser une partie de la production. Aujourd'hui, on mécanise l'abattage. Derrière, il y a une reprise par nos bûcherons des coupes. On pourrait très bien imaginer dans une filière clé en main que le travail d'abattage au sécateur, par exemple, soit réalisé par un prestataire et que les agriculteurs derrière assurent la reprise des coupes. Mais soit présent, il faut être présent sur le chantier. Et donc ça nécessite forcément une formation des agriculteurs. Je crois que le tout clé en main, alors on peut donner des services clés en main, mais si on veut développer une filière à 10, 15 000 tonnes sur un département, ça me semble difficile de le faire dans des conditions éthiques, d'une part, dans des conditions de gestion durable, ça me semble difficile de pouvoir monter sur des volumes
à 20-25 000 tonnes par an. On a besoin que les agriculteurs... Et c'est aussi gage d'avoir des agriculteurs producteurs, c'est un nombre d'intervenants sur le bocage plus important. Et ça, c'est plus sécurisant pour les apports de volume. Merci Pierrick. Ce que je vous propose, parce que je vois l'heure qui tourne, s'il n'y a pas d'autres questions, Anne-Gaëlle, moi je n'ai pas vu d'autres en tout cas. Juste peut-être pour te faire un retour, Pierrick, tu as dû voir, mais il y a quand même des gens qui disent merci pour ce témoignage, super intéressant et concret. Et ben, ce que Merci je à vous vous. propose, c'est de rebondir aussi là-dessus, parce que là, on va avoir un témoignage très concret, puisque Louisanne est avec nous. Louisanne, je sais pas, je te vois pas. Vous m'entendez? Ouais, super. Et ben, je propose de te donner la parole pour que tu puisses nous expliquer en tant qu'agricultrice engagée dans la gestion durable, quelle place occupe aujourd'hui la haie sur ta ferme, comment tu la valorises, qu'est-ce que ça t'a apporté justement d'avoir une filière bois locale avec CBB35 dans cette démarche. Et puis je pense qu'on est tous un peu curieux, enfin même si moi je la connais, d'en savoir un petit peu plus sur la démarche de PSE que tu développes avec Cara Canopy. Donc, je te laisse te présenter le temps que je partage la petite présentation. Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Louisanne Garros. Je suis associée du GAEC du Héron à Piré-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine. Une ferme sur laquelle je me suis installée en 2023 et que mes associés avaient créée en 2022. Donc là, on est sur des ateliers de chèvres laitières avec une partie transformée à la ferme et une autre partie livrée à la laiterie en local. On a 2 hectares de verger qui est une activité historique de la ferme. Initialement, la ferme était en vache laitière. Et puis, on a aussi 68 hectares de SAU sur lesquels il y a une quarantaine d'hectares qui sont dédiés aux chèvres et aux différents troupeaux, et puis une vingtaine à l'alimentation humaine. Donc ça va être blé, seigle et sarrasin en priorité. Donc on est 3 associés, on a également 2 salariés, notamment pour répondre aux besoins de la transformation. Et puis pour ce qui va se concerner plus spécifiquement la haie, donc on a repris la ferme avec 6 km de haies. Et puis on a labellisé celle-ci label haie en 2023, notamment pour participer au développement du paiement pour services environnementaux privés dont je vais vous parler après. Ces 6 km de haies, ils avaient été plantés du coup par nos cédants. Et du coup, la particularité, c'est que nous, aujourd'hui, on arrive peut-être pour presque la moitié d'entre elles à la première année, la première exploitation. Donc, il y en a une partie, effectivement, qui ont 15-20 ans et qui voilà, vont rentrer du coup dans le cycle d'abattage avec recépage, etc. Et là, ça fait 2 ans qu'on vend environ 6 000 € de bois, plaquettes, via CBB35. En 2023, on a aussi contractualisé une MAE, alors pas sur l'ensemble du mètre linéaire de haies, mais au moins sur une partie qu'on allait entretenir dans les 5 prochaines années. Alors, c'est pas 4 000 € par hectare, c'est 4 000 € par an qu'on va avoir. Oui. J'aimerais. Mais Désolée, oui, effectivement. pas de souci. Et puis, on valorise un peu une partie de ce bois déchiqueté aussi sur l'exploitation, notamment avec une chaudière à copeaux, alors qui fait surtout le chauffage de la maison d'exploitation. Et dans nos réflexions, là, cette chaudière arrive en fin de vie et on est assez content de l'opportunité que nous offre CBB35 d'avoir développé un peu la filière label haie. Parce que nous, on trouve ça intéressant en termes de chiffre d'affaires. Donc, on est de la partie privée et pro, donc on va peut-être pas réinvestir dans une chaudière à copeaux telle qu'elle était faite aujourd'hui. Mais il y a quand même du bois à valoriser sur l'exploitation et le label haie, pour ça, nous offre pas mal d'opportunités. Voilà. Je passe à la slide suivante. Ouais. Okay. Je sais pas si tu l'as passé.
Ah oui, je ne l'ai pas fait. C'est bon, Je suis sur la slide. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, il y a toujours un petit temps de latence. Alors du coup, la ferme, enfin, et chacun des associés, on fait partie de l'association Carabé Canopée, qui regroupe une diversité d'acteurs, donc des assos, dont le collectif Bois Bocage 35, mais aussi les fédérations de chasseurs, les assos naturalistes, dont Bretagne Vivante, des paysans, des citoyens individuels qui ont adhéré par conviction, je dirais, des collectivités, et puis on ouvre aussi les adhésions aux entreprises. Parce qu'un des premiers objectifs quand même de l'association, c'est de mettre en œuvre un paiement pour services environnementaux privés, c'est-à-dire que les fonds ne viendraient que d'entreprises en local. Donc l'objectif, c'est de nous rémunérer, nous agriculteurs, pour l'entretien qu'on réalise tous les ans sur nos haies, et puis de sensibiliser un peu tous les usagers du territoire aussi aux bénéfices de la haie. Et on insiste un peu là sur la rémunération des agriculteurs qui s'engagent parce qu'il y en a beaucoup qui nous renvoient le fait que de toute façon on vend du bois, etc. Mais du bois on en vend tous les 15 ans. Et entre-temps, il y a quand même des choses qui se sont faites sur chacune des haies et ce temps-là, aujourd'hui, il n'est pas valorisé. Nous, on estime que le temps d'entretien, c'est largement une bonne semaine à temps plein de l'un d'entre nous sur l'exploitation. Je peux peut-être passer à la slide. Ouais, c'est en cours, ça va arriver. Ok, merci. Petit manuel. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet du paiement pour services environnemental qu'on veut développer, alors aujourd'hui, on a les 6 exploitations qui souhaitent s'engager dedans et avec l'association, on est vraiment là dans la recherche de financement, chose qui n'est pas la plus facile, mais le jour où on aura trouvé une entreprise motrice qui versera un certain financement, il est à peu près certain que d'autres suivront. Et du coup, pour le contrat qu'il leur est proposé, l'idée, c'est que chacun d'entre nous, agriculteurs, on s'engage pour au moins une durée de 5 ans à la bonne gestion et à la densification de la haie. Et les fonds ne nous sont versés que les résultats sont effectivement obtenus. Donc pour ça, on a fait reconnaître d'intérêt général l'association. Donc l'idée, c'est que les entreprises, évidemment, puissent défiscaliser ce qu'elles nous verseraient potentiellement. On a un organisme technique qui nous accompagne, CBV35, et qui s'occupe notamment de tout ce qui est la certification label haie. Parce que pour garantir la bonne gestion, pour nous, ça a été assez simple d'adhérer au label haie, parce que tel qu'il était conçu pour nous, clairement, il offrait la garantie à nos financeurs qu'on allait effectivement gérer durablement la haie. Et puis, il y aura un comité de suivi tous les ans pour les indicateurs et l'objectif 100% des financements privés alloués à la rémunération des services rendus par l'agriculteur. Juste pour vous dire, il y a donc effectivement la bonne gestion qui est garantie par l'adhésion et au respect du cahier des charges label haie, mais on souhaite aussi densifier en fait chacun d'entre nous le maillage bocager sur notre exploitation. Et l'idée est que notre parcellaire soit découpé en parcelles de 6 hectares, un peu, et voilà, avec un corridor de haies, effectivement, tout autour de ces 6 hectares. C'était un petit peu le compromis technique et environnement et efficacité environnementale qu'on a trouvé au sein de l'association. Pour que nous, en tant qu'agriculteurs, voilà, en termes d'exploitation agricole, ça reste praticable et qu'en même temps, il y a un vrai bénéfice notamment sur tout ce qui va être transitement de la biodiversité au travers des. Donc, pour être éligible, il faut qu'on ait quand même un minimum de 55 mètres linéaires par hectare au démarrage de notre engagement, qu'on réponde au minimum au niveau 1 du label haie, qu'on ait aussi au moins 10 UGB sur nos exploitations. Là-dessus, il y avait quand même une volonté de favoriser certains systèmes, et notamment les systèmes polyculture élevage, qui nous semblent les plus pertinents et les plus cohérents sur les pratiques agro-environnementales. Et puis, on engage toute la SAU de notre exploitation, ce qui va nous différencier notamment de la MAE qui existe aujourd'hui en Bretagne, qui va se contractualiser que sur certaines haies, alors que là, l'idée, c'est vraiment d'engager l'ensemble de la SAU, parce que on est sur un travail d'ensemble, nous, tout au long de l'année.
Voilà. Et puis, il y a un engagement de progrès avec l'objectif d'atteindre le niveau 3 du label A dès lors qu'on a fait plusieurs cycles d'engagement. J'en parlais tout à l'heure, découper notre parcellaire en moins de 6 hectares. Réaliser notre plan de gestion, alors ça normalement ce sera fait grâce à CBV 35 et puis la participation d'une journée de formation par an. Alors il y en a eu une l'année dernière qui était justement sur le label et qu'est-ce que ça générait en pratique comme entretien sur les haies. Donc c'était enfin, nous, pour tout vous dire, il y a 2 ans, on connaissait pas le label haie quand on s'est installé. Donc, voilà, c'était... Même si aujourd'hui, c'est mon associé qui s'occupe plus de la gestion de la haie et qui bénéficie un peu très fortement de l'expérience de nos cédants, voilà, c'était pas mal de se former sur les critères d'entretien. Donc là, j'ai parlé du cahier des charges et du coup, la contrepartie, c'est effectivement la rémunération. Donc, une rémunération en fonction du mètre linéaire. Donc, on est entre 20 et 30 centimes du mètre linéaire. Et puis, avec des bonus si on arrive assez rapidement, notamment à découper tout notre parcellaire en moins de 6 hectares. Voilà pour la rémunération. Donc, on est vraiment... on est à la porte, là, elle va s'ouvrir. Mais vraiment, là, on est à la recherche des entreprises qui montrent de l'intérêt, mais il en faut une aujourd'hui qui s'engage et puis elle ouvrira la porte pour les autres, quoi. Super, merci Louis-Anne. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. Peut-être un début de question, il y a un bonjour. Non, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de question. Désolée, j'ai eu un petit bug internet. Non, pas de question du tout. Pas de questions. Est-ce que certains ont envie de réagir ou Pierrick, tu voudrais compléter éventuellement ce qu'a pu dire Louise-Anne, par exemple, que tu es aussi embarquée dans cette aventure avec CBV 35? Nous, on est ravis à CB35 d'avoir dans notre collège de producteurs des exploitations comme le GAEC du Héron, et d'autant plus ravis qu'on peut faire progresser aussi le label qui est la certification de bois bocage géré durablement. Ça, c'est essentiel d'avoir des exploitations qui sont moteurs pour la valorisation de la haie, quoi. Tout le monde n'a pas le niveau en fait du GAEC du Héron et des autres membres de l'association Carabée Canopée ou de l'OCG Label Haie. C'est vrai que c'est un objectif de faire progresser tout le monde. Je crois que ça, c'est important d'avoir des poulies qui vont tirer l'ensemble d'une profession vers le haut. Faut pas oublier la base, en fait, c'est qu'il y a un grand nombre d'exploitations pour qui la haie, c'est encore une contrainte. Et aujourd'hui, on a des exemples comme celui du GAEC du Héron qui montrent le contraire, en fait. Ils montrent qu'à travers les services écosystémiques rendus, l'association entre les ventes de bois, mais également demain un PSE, on peut arriver à voir la haie comme quelque chose de très positif sur sa ferme. Donc je trouve que c'est un exemple qui est très encourageant. Nous, à CB, on est ravis d'être de l'aventure de Carabée Canopée. Ça nous semble être une expérimentation qui devrait plus être de l'expérimentation à l'avenir, quoi. Mais se transformer un peu en quelque chose de plus courant, quoi. Je rejoins Louise-Anne sur la partie intermédiaire. C'est vrai que nous, on intervient sur la partie exploitation du bois, donc valorisation d'un produit. Donc il y a des charges et des produits. Et quid de l'interaction entre la haie, qui est l'objet qui génère des produits bois, et la production agricole à côté. Et bien souvent, ça nécessite des interventions intermédiaires qui peuvent pas, on peut pas, enfin, s'il y a une semaine à passer par an sur les haies, après, faut compter, mais voilà, et ça a été, je crois que vous l'avez matérialisé par un coût au mètre linéaire par an. Et je pense que les PSE viennent très favorables. Aujourd'hui, il y a les MAEC, demain, il y aura les PSE.
Et je pense que ça vient en complément de la phase d'exploitation, quoi, hein, puisque on ne peut pas en forêt, si on regarde la matière bois, en forêt, c'est le produit, le bois. En agriculture, c'est pas le produit, le bois, il est marginal sur le chiffre d'affaires d'une ferme. C'est avant tout le lait, la céréale, etc. Donc il faut vraiment prendre ça en considération pour qu'on ait des fermes vivantes avec des particularités topographiques, des haies, des mares, etc., quoi. Ça, c'est essentiel. Super, merci Pierrick. Il y a une Je vois petite qu'il y a une question, petite Sandra. question. Ouais, je pense que tu Ouais. pourras y répondre. Ouais. Avec Alors, plus donc de la détails. question, c'est les cahiers des charges des PSE diffèrent-ils d'une structure à l'autre ou doivent-ils répondre à un socle commun? Eh bien, aujourd'hui, le concept PSE, il est assez protéiforme, en fait, hein, et puis tout va dépendre de la nature, en fait, du financement. Dans le cadre, effectivement, de PSE privés, comme imaginé par Carab et Canopé, aujourd'hui, il n'y a pas de socle. Il a été co-construit avec les agriculteurs et les acteurs embarqués dans l'aventure. Par contre, dans le cadre des PSE publics, effectivement, il y a un cadre, en tout cas national, avec des libertés locales, enfin des adaptations locales possibles, mais il y a effectivement déjà un cadre un peu plus défini. Voilà. Donc aujourd'hui, le concept, il est assez protéiforme. Et en tout cas, autour de la haie, il existe aujourd'hui quelques expérimentations, quelques études de cas qui montrent effectivement une diversité à la fois dans les cahiers des charges, à la fois dans le système de calcul de la rémunération de l'agriculteur, à la fois dans le système de contrôle et à la fois dans le côté financeur, structure intermédiaire ou pas. Voilà. Donc il y a encore une grande diversité autour des PSE, mais qui est plutôt favorable pour justement donner la main aux territoires et aux acteurs des territoires pour se saisir de cet outil qui peut permettre d'être complémentaire aux politiques publiques existantes sur les territoires et venir répondre à des enjeux aujourd'hui locaux qui sont forts. Voilà sur cette question des PSE. Et du coup, je pense que Pierrick a fait un petit peu aussi la conclusion. On voit bien aujourd'hui, puis le webinaire passé, finalement, que l'accompagnement technique aux pratiques de gestion durable des haies et leurs outils, en fait, la mise en place des outils, vont peut-être pas suffire à donner envie aux agriculteurs d'adopter ces nouvelles pratiques. Et on voit bien que finalement, par cette combinaison des valorisations, on a pu voir une diversité. Là, elle peut s'inscrire comme un nouvel atelier de production agricole financièrement équilibré et qui apporte en plus une certaine plus-value au territoire et ses usagers. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que finalement, on a l'impression, là, à entendre tous ces témoignages et tout ce qu'on a vu, que le développement des débouchés économiques de la haie et donc de sa gestion durable vont sûrement dépendre aussi en grande partie de la volonté et de la capacité des acteurs, qu'ils soient privés, publics, à les mobiliser et à les inscrire aussi dans des projets de territoire. Voilà. Enfin, on a bien entendu là, cette notion de territoire, notamment au travers la création de filières bois gérées durablement locales. Voilà. Et du coup, je tenais à vous remercier, remercier tous les intervenants. Et puis, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Puis, on vous donne rendez-vous en 2025. N'hésitez pas, avant de partir, à mettre dans le chat si vous avez des envies, des idées de thématiques ou même voilà, des choses à creuser un peu plus, même sur le sujet de la haie, pour qu'on puisse programmer des rendez-vous qui puissent vous intéresser. Voilà, merci à tous, merci à Pierrick, Maxence, Anne-Gaëlle aussi pour les questions, et Louise-Anne pour votre disponibilité et vos témoignages. Merci également à tous. Au revoir. Au revoir.